Ma mère exige que j'échange mon appartement parisien avec mon frère parce que sa fiancée en a besoin pour des brunchs marketing. Elle travaille à distance. Je n'aurais jamais imaginé faire partie de ces gens qui partagent leurs drames familiaux avec des inconnus sur Internet. Mais me voilà, assise dans mon minuscule appartement parisien à 2 heures du matin, incapable de dormir à cause de ce qui s'est passé au dîner ce soir. J'ai besoin d'un avis extérieur, parce que je commence sérieusement à douter de ma propre santé mentale. J'ai 29 ans et je travaille comme technicienne de laboratoire dans un grand hôpital de recherche parisien. Ce n'est pas un travail prestigieux, loin de là. Je passe mes journées à traiter des échantillons de sang, à effectuer des tests de diagnostic et à gérer les inventaires d'échantillons, mais c'est un emploi stable. Il est correctement payé, plus important encore, j'aime sincèrement ce que je fais. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à faire partie du processus de diagnostic, à savoir que mon travail minutieux aide les médecins à prendre des décisions critiques concernant les soins aux patients. Il y a 3 ans, après avoir vécu en colocation depuis l'université et économisé chaque centime que je pouvais, j'ai enfin trouvé l'appartement de mes rêves. Enfin, de rêve est peut-être un bien grand mot. C'est un 2 pièces dans un immeuble des années 1920 reconverti qui a connu des jours meilleurs. Le radiateur fait un bruit de martèlement constant sur les tuyaux. La cuisine est si étroite que 2 personnes ne peuvent pas s'y croiser. Et le carrelage de la salle de bain est de cette nuance de rose particulière qui était apparemment obligatoire dans les vieux immeubles. Mais il a du caractère, des parquets d'origine, de hautes fenêtres qui s'ouvrent vraiment. Et surtout, il est à moi. Oh, à moi. C'est son emplacement qui le rend vraiment spécial. Je suis à 15 minutes à pied de l'hôpital, ce qui signifie que je peux quitter mon appartement à 6h45 du matin pour mon service de 7h. Dans une ville où la plupart des gens passent 1 heure ou plus dans les transports, c'est de l'or en barre. Les jours particulièrement difficiles, lorsque je suis debout depuis 12 heures d'affilée, savoir que je n'ai que 15 minutes à marcher pour m'effondrer dans mon propre lit est la seule chose qui me fait tenir. Mon jeune frère, Julien, a 24 ans et travaille dans l'informatique pour une entreprise technologique de banlieue. L'année dernière, il s'est fiancé avec sa petite amie depuis 2 ans, Sophie. Elle est adorable, travaille dans le marketing pour une jeune pousse passée entièrement en télétravail pendant la pandémie et qui n'est jamais revenue en arrière. Il loue actuellement un studio à Antony, à environ 45 minutes de Paris en RER. C'est dans l'un de ces nouveaux complexes avec des commodités dont je ne pourrais que rêver, salle de sport, piscine, lave-linge dans l'appartement, garage la totale. Le genre d'endroit où les murs sont vraiment insonorisés et les appareils électroménagers ont été fabriqués au cours de cette décennie. Le dîner de famille de ce soir était censé être une simple réunion dominicale. Ma mère avait particulièrement insisté pour que je vienne, même si j'avais fait un double service hier et que j'avais désespérément besoin de rattraper mon sommeil. Les moments en famille sont importants, avait-elle dit au téléphone. Tu travailles trop. À quand remonte la dernière fois que tu as mangé un vrai repas fait maison? Elle n'avait pas tort sur ce dernier point. Mon alimentation se composait dernièrement principalement de la nourriture de la cafétéria de l'hôpital et de ce que je pouvais trouver à l'épicerie du coin. Je me suis donc traîné jusqu'à la maison de mon enfance, impatiente de déguster son rôti de bœuf et d'écouter peut-être quelques potins familiaux sans importance. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut la mise de table. Ma mère avait sorti la belle porcelaine, le service réservé à Noël et à Pâques. Le deuxième fut que mon père évitait constamment mon regard, se concentrant intensément sur son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mon frère était assis à côté de sa fiancée, Sophie, qui semblait vraiment perplexe face à l'atmosphère formelle. Après que nous ayons fini le plat principal, pendant lequel ma mère n'arrêtait pas de remplir mon verre de vin malgré mes protestations concernant mon service matinal du lendemain, elle a fait teinter sa fourchette contre son verre comme si elle s'apprêtait à porter un toast de mariage. Je voulais réunir la famille ce soir pour discuter de quelque chose d'important, commença-t-elle, en utilisant ce que j'appelle sa voix d'annonce solennelle, celle qu'elle utilisait pour nous parler du cancer de grand-mère ou du licenciement de papa. Comme vous le savez tous, la famille est tout pour moi. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous sacrifions les uns pour les autres, et nous veillons à ce que chacun ait les meilleures chances de bonheur et de réussite. Mon estomac a commencé à se nouer. Rien de bon ne suivait jamais ce genre de préambule. Ton frère et Sophie commencent leur vie ensemble, poursuivit-elle, en les désignant comme s'ils étaient des pièces de musée. Le mariage est un lien sacré, et il est de notre devoir, en tant que famille, de veiller à ce qu'ils commencent ce voyage avec tous les avantages possibles. Sophie semblait de plus en plus mal à l'aise,
s'agitant sur sa chaise et jetant des regards confus à mon frère. Après mûre réflexion et discussion familiale, dit ma mère, et je remarquai qu'elle évitait soigneusement de dire quel membre de la famille avait participé à cette discussion, nous avons trouvé une solution qui profite à tout le monde. Tu vas échanger ton appartement avec ton frère. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une mauvaise odeur. J'ai même ri, pensant que c'était une sorte de blague bizarre, mais personne d'autre ne riait. Pardon. Quoi? Ai-je réussi à dire, en posant mon verre de vin avant de le laisser tomber. Le sourire de ma mère était patient, condescendant, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant particulièrement lent. C'est parfaitement logique, ma chérie. Sophie travaille dans le marketing. Elle a besoin d'être dans Paris pour les événements de réseautage, les dîners avec les clients, les rencontres professionnelles. Ces contacts sont cruciaux pour sa progression de carrière. Toi, tu travailles juste dans un laboratoire. Tu pourrais travailler dans n'importe quel hôpital. La banlieue compte même plusieurs établissements médicaux à proximité. Le mépris désinvolte pour mon travail, tu travailles juste dans un laboratoire, m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. J'ai essayé de rester calme, d'être logique. Maman, je dois être sur place dans mon hôpital spécifique. Je manipule des échantillons urgents qui ne peuvent pas quitter l'établissement. Je participe à des études de recherche en cours. Je ne peux pas simplement être muté dans un autre hôpital comme si je travaillais dans la vente. Elle a balayé ma remarque d'un geste de la main. Tu dramatises. De nombreux professionnels de la santé font la navette depuis la banlieue. La fille de mon amie Catherine est infirmière et elle conduit 1 heure dans chaque sens tous les jours. Ça forge le caractère et ça te donne le temps de réfléchir. Mais Sophie travaille à distance, ai-je souligné, en essayant de garder ma voix égale. Elle n'a pas du tout besoin de faire la navette. Elle pourrait travailler de n'importe où. C'est à ce moment-là que mon frère a finalement pris la parole. Le télétravail ne consiste pas seulement à s'asseoir devant un ordinateur, dit-il, et je sentais qu'il récitait quelque chose qui avait été répété. Il s'agit d'être connecté à son secteur. Sophie a besoin d'être là où les choses se passent, où elle peut assister à des événements de dernière minute, où elle peut prendre un café avec des clients potentiels. La banlieue n'offre pas ces opportunités. Sophie avait l'air de vouloir disparaître sous terre alors qu'elle commençait à parler. En fait, Ma mère l'a coupée. La décision a été prise, a-t-elle annoncé. Nous avons déjà examiné la logistique. Les transferts de bail ne devraient pas être trop compliqués puisque vous êtes tous les 2 locataires. Vous pouvez déménager le mois prochain, ce qui donnera à tout le monde le temps de se préparer. La décision a été prise, ai-je répété, incrédule. Par qui? Quand? Personne ne m'a rien demandé. Nous en avons discuté en famille, a dit fermement ma mère. Ton père, ta tante, ton oncle, tout le monde est d'accord que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai regardé mon père, qui étudiait toujours son assiette comme s'il se préparait à un examen sur son contenu. Papa? Ai-je insisté. Il s'est éclairci la gorge. Ta mère a de bons arguments, a-t-il marmonné, ce qui était sa réponse habituelle quand il ne voulait pas s'impliquer dans une dispute. C'est de la folie, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Vous me demandez de tripler mon temps de trajet pour quelqu'un qui n'a même pas besoin de se déplacer. Vous me demandez de renoncer à l'appartement que j'ai mis des années à me payer, dans le quartier que j'ai spécifiquement choisi pour mon travail, pour que Sophie puisse peut-être, éventuellement, assister à des événements de réseautage qui existent ou non. Ne sois pas égoïste, a claqué ma mère, son attitude patiente se fissurant. Ton frère va se marier. Ne veux-tu pas que son mariage démarre du bon pied? Ne veux-tu pas que Sophie se sente la bienvenue dans cette famille? Bien sûr que si, ai-je dit, en regardant Sophie, qui avait l'air misérable. Mais en quoi me forcer à abandonner mon appartement la fera se sentir la bienvenue? En quoi cela la concerne-t-elle, même? Un bon emplacement est important pour les jeunes professionnels, a insisté ma mère. Tu es célibataire. Tu ne comprends pas les pressions liées au maintien d'une carrière tout en construisant un mariage. Paris offre la culture, le raffinement, les opportunités. Que dira Sophie à ses collègues quand ils voudront se retrouver pour un verre après le travail? Qu'elle doit prendre un RER pendant 45 minutes pour rentrer en banlieue. Elle leur dira qu'elle travaille à distance et leur proposera un appel vidéo, ai-je suggéré, mon sarcasme perçant enfin. Le dîner s'est envenimé à partir de là. Ma mère m'a traité d'égoïste et de peu solidaire.
ma tante, qui avait apparemment écouté depuis la cuisine, est venue ajouter son grain de sel sur la façon dont la famille fait des sacrifices et comment elle avait renoncé à son rêve de devenir artiste pour aider dans l'entreprise familiale, une histoire qui change à chaque fois qu'elle la raconte. Mon frère m'a accusé d'être jalouse de ses fiançailles, de ne pas vouloir son bonheur. Quand je lui ai demandé directement si Sophie avait réellement demandé cet échange d'appartement, il n'a pas pu me donner de réponse claire, se contentant de répéter que ce serait bien pour elle d'avoir des options. Sophie a finalement réussi à parler, en disant « Je n'ai vraiment pas besoin de », mais ma mère l'a de nouveau interrompu, disant que ce n'était pas le moment d'être poli, que la famille offrait un cadeau et qu'elle devait l'accepter avec gratitude. Je suis parti avant le dessert, prétextant une migraine, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. Ma tête me lançait à cause du stress et du vin. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Sophie m'a suivi. « Je n'étais au courant de rien de tout ça », a-t-elle dit doucement. J'ai mentionné une fois, il y a peut-être 2 mois, que ce serait bien de vivre à Paris un jour, genre, plus tard, quand on en aurait les moyens. Je n'ai jamais demandé ton appartement. Je ne veux même pas de ton appartement. Sans vouloir t'offenser. Je ne le prends pas mal, ai-je dit, en la croyant. Sophie avait toujours été directe et gentille. Ses manœuvres manipulatrices n'étaient pas son style. Je vais lui parler, a-t-elle promis. C'est de la folie. Mais le temps que j'arrive chez moi, la conversation de groupe familial avait explosé. Ma mère avait posté un long message disant qu'elle avait le cœur brisé par mon égoïsme et qu'elle ne m'avait jamais élevé pour être si sans cœur. Mon frère a ajouté que je choisissais un appartement plutôt que la famille et qu'il m'avait toujours soutenu mais ne pouvait pas soutenir cela. Toujours soutenu? Quand? Quand je cumulais 3 emplois pour payer mes études pendant qu'il vivait à la maison sans payer de loyer? Quand on m'a refusé l'aide de la famille pour ma caution d'appartement parce que tu dois apprendre l'indépendance, alors que la compte pour sa voiture a été couvert parce que les hommes ont besoin d'un moyen de transport fiable? Cette réécriture de l'histoire était presque plus insultante que la demande d'appartement. À minuit, j'avais reçu 6 messages textes de divers parents me demandant de reconsidérer ma position, 3 appels manqués de ma mère, 2 courriels, un de mon frère avec des liens vers des établissements médicaux de banlieue qui étaient tout aussi bons que mon hôpital. Et un de ma tante avec des articles sur l'importance de l'unité familiale, et plusieurs notifications Facebook où ma mère avait publié des statuts vagues mais ciblés sur les enfants qui oublient leurs racines, et la douleur d'élever des enfants ingrats. Le fait est que je suis maintenant allongé ici, à tout remettre en question. Suis-je égoïste? Un trajet de 15 minutes vaut-il vraiment la peine de détruire des relations familiales? Devrais-je simplement accepter cet échange insensé pour préserver la paix? Mais ensuite, je pense à mon travail. La semaine dernière, j'ai dû me précipiter au laboratoire à 3 heures du matin parce qu'un lot d'échantillons critiques était arrivé d'une urgence médicale. Si j'avais vécu en banlieue, cela m'aurait pris 2 heures au lieu de 20 minutes. Ces échantillons étaient urgents. Chaque minute comptait pour le diagnostic et le traitement du patient. Je pense à ma vie ici, le café du coin où j'étudie pour mes examens de certification, la voisine âgée que j'aide avec ses courses et qui arrose mes plantes quand je fais des doubles services, le sentier de course le long de la Seine où je décompresse après des journées particulièrement difficiles, le sentiment de communauté que j'ai construit en 3 ans. Et je pense au principe de tout cela. Ma famille a pris une décision concernant ma vie sans me consulter, l'a présentée comme définitive, et me punit maintenant de ne pas obtempérer immédiatement. Si je cède maintenant, quelle sera la prochaine étape? Décideront-ils avec qui je devrais sortir, où je devrais travailler, comment je devrais dépenser mon argent? Demain, c'est lundi. J'ai un service à 7 heures du matin, ce qui signifie que je dois me lever à 6h15. Depuis le studio d'Anthony, je devrais me lever à 4h45 pour faire le même service. En supposant qu'il n'y ait pas de retard de RER, pas de problème météorologique, pas de problème de correspondance. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut juste céder pour que tout cela disparaisse. Une partie de moi veut tenir bon. Et une partie de moi veut disparaître complètement, simplement couper les ponts avec toute la famille et recommencer à zéro quelque part où les gens ne pensent pas qu'ils sont propriétaires de vos choix de vie. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Suis-je déraisonnable? Comment tenir tête à sa famille sans tout détruire? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que peu importe ce que je choisis, je perds. Mise à jour 5 jours plus tard. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. J'ai lu chaque commentaire, même ceux qui me traitaient de dramatique,
bien que je sois respectueusement en désaccord. C'est dramatique parce que ma famille l'a rendu dramatique. Vos points de vue m'ont donné la force dont j'avais besoin pour ce qui s'est passé cette semaine. Lundi matin, je suis allé travailler épuisé, ayant à peine dormi après avoir écrit ce message. Je devais avoir l'air terrible, car ma superviseure, le docteur Dubois, m'a prise à part après notre réunion du matin. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Tu sembles distraite, et ça ne te ressemble pas, le docteur Dubois et moi travaillons ensemble depuis 3 ans, mais nous avons toujours gardé une relation professionnelle. Elle sait que je suis fiable, minutieuse et dévouée, mais nous ne discutons pas vraiment de questions personnelles. Cependant, quelque chose dans sa préoccupation sincère m'a fait craquer. C'est une histoire de famille, ai-je dit, en essayant de minimiser la chose. Les histoires de famille ont tendance à affecter le travail, a-t-elle répondu. Si tu as besoin de parler, ma porte est ouverte. Pendant ma pause déjeuner, j'ai accepté son offre. J'ai expliqué la situation, en essayant de rester brève et professionnelle, mais toute l'histoire a jailli, le dîner guet-apens, la demande d'échange d'appartement, l'acharnement familial, tout. Son expression a changé plusieurs fois pendant que je parlais. À la fin, elle secouait la tête avec un sourire navré. « Puis-je te raconter une histoire ?» a-t-elle demandé. Il y a 15 ans, alors qu'elle terminait son internat, sa famille a décidé qu'elle devrait donner ses économies destinées à la compte d'une maison à son jeune frère pour une opportunité commerciale, à ne pas manquer. Leur raisonnement était étrangement familier, elle était célibataire. Il avait une famille. Elle avait une belle carrière devant elle alors qu'il avait besoin de cette chance. La famille soutient la famille. La pression était immense, a-t-elle dit. Ma mère a pleuré. Mon père a dit que je déshonorais la famille. Mes frères et sœurs ont dit que j'étais égoïste. Ils ont tenu une réunion de famille où ils ont voté sur ce que je devais faire de mon propre argent, de l'argent que j'avais économisé en travaillant 100 heures par semaine, en vivant de nouilles instantanées, en conduisant une voiture qui fonctionnait à peine. « Que as-tu fait ?» ai-je demandé. J'ai dit non. Et pendant 6 mois, ils ont agi comme si j'avais commis un meurtre. Chaque événement familial était glacial. Chaque conversation était chargée de culpabilité. Ma mère a raconté à qui voulait l'entendre que j'avais choisi l'argent plutôt que le sang. Et puis, l'entreprise de mon frère a fait faillite en 4 mois. Il n'avait pas de plan d'affaires, pas d'expérience, juste de l'enthousiasme et la certitude que l'argent de la famille le sauverait. Pendant ce temps, j'ai acheté ma maison, dont la valeur a triplé. Mais plus important encore, j'ai appris que la première limite est la plus difficile à poser. Une fois que tu l'as posée, une fois que tu as survécu à la poussée d'extinction et de leur colère, ils apprennent que tu ne peux plus être manipulé. Elle m'a appris le terme « poussée d'extinction », c'est quand quelqu'un intensifie son comportement négatif parce que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus, comme un enfant qui crie plus fort quand sa crise de colère ne lui obtient pas de bonbons. Ta famille est en mode poussée d'extinction en ce moment. Ils sortent toutes leurs armes parce qu'ils n'arrivent pas à croire que leur tactique de culpabilisation habituelle ne fonctionne pas. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu, elle m'a proposé de m'aider à m'entraîner à répondre. Pendant l'heure qui a suivi, elle a joué le rôle de différents membres de ma famille pendant que je m'entraînais à rester calme et ferme. Elle a été brutale, canalisant chaque tentative de culpabilisation, chaque manipulation, chaque levier émotionnel que ma famille pourrait utiliser. Quand elle a fait semblant d'être ma mère, en disant « J'ai tout sacrifié pour vous, les enfants », j'ai appris à répondre « Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Cela ne signifie pas que tu peux prendre mes décisions d'adulte à ma place. » Quand elle a joué le rôle de mon frère, en disant « Tu ne veux manifestement pas que je sois heureux », je me suis entraîné à dire « Ton bonheur ne dépend pas de mon appartement. » Si c'est le cas, nous avons de plus gros problèmes à discuter. Elle m'a aidé à formuler une phrase clé « Je comprends que tu ne sois pas d'accord avec ma décision, mais ce n'est pas sujet à débat. Ma situation de logement est mon choix seul. » La clé, a-t-elle dit, est d'être ennuyeuse. Ne pas justifier, argumenter, défendre ou expliquer. Chaque raison que tu leur donnes n'est qu'un autre point sur lequel ils peuvent argumenter. Sois un disque rayé. Sois fade. Ne leur donne rien à quoi s'accrocher. Avant que je quitte son bureau, elle a dit quelque chose qui a profondément résonné en moi. Tu sais ce que ton travail exige. Tu as organisé ta vie pour exceller dans ce travail. Ne laisse personne te convaincre que ta carrière, tes choix et tes besoins comptent moins parce qu'ils ne sont pas aussi dignes d'Instagram que des brunchs marketing qui n'existent probablement même pas. Ce soir-là,
encouragé par notre conversation, j'ai fait quelque chose de mesquin mais de satisfaisant, j'ai créé une feuille de calcul. Situation actuelle, loyer, 1300 € par mois, transport, 0 €, marche, temps de trajet, 15 minutes par trajet, 30 minutes par jour, heures de trajet mensuel, 10 nombre d'appels pour urgence au travail en dehors des heures au cours de la dernière année, 47 temps de réponse moyen aux appels d'urgence, 20 minutes situation du studio en banlieue, loyer, 1100 € par mois passe Navigo, 85 € par mois essence pour aller à la gare, 120 € par mois parking à la gare, 100 € par mois temps de trajet. 1h30 par trajet, 3 heures par jour, heures de trajet mensuel, 66 temps de réponse projetés aux appels d'urgence, plus de 2 heures coûts supplémentaires, usure de la voiture. Parking à Paris pour les événements en soirée perte mensuelle nette, 105 € temps perdu par mois, 56 heures. J'ai envoyé cela au groupe de discussion familiale avec un message, pour ceux qui s'intéressent aux faits plutôt qu'aux sentiments. Ma mère a répondu en quelques minutes, tout n'est pas une question d'argent. La famille, c'est le sacrifice. J'ai répondu, exactement. Je ne suis pas prête à sacrifier les soins aux patients pour les événements de réseautage hypothétique de quelqu'un. Mon frère est intervenu, waouh, alors maintenant tu dis que la carrière de Sophie n'a pas d'importance? J'ai répondu, je dis que sa carrière en télétravail ne nécessite pas mon appartement. Ma carrière sur site nécessite mon emplacement. Le chat est devenu silencieux après cela, mais les messages privés ont commencé. De ma tante, ta mère pleure. Ma réponse, je suis désolé qu'elle soit contrariée. Ma décision est prise. De ma cousine, donne-leur simplement l'appartement et préserve la paix. Ma réponse, renoncerais-tu à ta maison si la famille votait pour? De mon frère, tu te comportes comme une vraie garce avec cette histoire. Ma réponse, je suis ferme sur ce point. Il y a une différence. Le seul message de soutien est venu d'une source inattendue, ma grand-mère, qui envoie rarement des textos mais a réussi à envoyer « Bien joué ». Ta mère m'a fait le même coup en 1973. Tiens bon. J'adorerais savoir ce qui s'est passé en 1973, mais c'est un mystère pour un autre jour. Mercredi soir, Sophie m'a appelé en privé. Elle avait l'air contrariée. Je ne savais rien de tout ça, a-t-elle dit. Ta mère m'a coincé au déjeuner hier et a essayé de me convaincre de te raisonner. Je lui ai dit que je n'avais jamais demandé ton appartement et que je n'en voulais pas. Elle a dit que j'étais trop poli et que je devais penser à ma carrière. Ma mère a déjeuné avec toi, ai-je demandé, stupéfaite. Elle s'est invitée à mon bureau, est arrivée avec des plats à emporter et un PowerPoint sur les opportunités de réseautage à Paris. Un vrai PowerPoint. Avec des diapositives sur l'avancement de carrière synergique et le développement professionnel urbain. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Elle a fait un PowerPoint? Avec des animations et des clipards? C'était quelque chose. Sophie m'a dit qu'elle reconsidérait le mariage si mon frère ne pouvait pas tenir tête à sa mère. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'une famille où je suis utilisé comme une arme contre toi, où ma carrière sert d'excuse à des exigences insensées, où mon mari ne défendra ni l'une ni l'autre d'entre nous. J'étais désolé pour elle. Elle avait été entraînée dans ce pétrin sans son consentement, utilisée comme un pion dans le jeu de contrôle de ma mère. L'anniversaire de ma cousine est ce samedi. La famille s'attend à ce que je vienne. J'ai décidé que j'irai, armé de mes réponses préparées et d'une stratégie de sortie claire. Le docteur Dubois m'a conseillé d'arriver exactement à l'heure, pas assez tôt pour un guet-apens préparatoire, de rester visible mais mobile, et de partir après exactement 1 heure. Rends-leur la tâche ennuyeuse, m'a-t-elle rappelé. Chaque accusation dramatique reçoit une réponse fade. Chaque tentative de culpabilisation est redirigée. Sois agréable mais inébranlable. Je suis prête. Ou du moins, je fais semblant d'être prête. L'appartement reste à moi. Mes limites restent fermes. Et si la famille ne peut pas l'accepter, alors je saurai où je me situe vraiment. Mise à jour 2, la semaine suivante la fête d'anniversaire a été une révélation, mais pas de la manière attendue. Je suis arrivé à 14 heures précises, cadeau à la main, phrase préparée prête. J'avais mis des vêtements professionnels, suggestion du docteur Dubois, pour avoir l'air de quelqu'un dont le temps est précieux, et garder mon téléphone visible pour pouvoir vérifier l'heure. Évidemment, la première chose que j'ai remarquée, c'est que Sophie n'était pas là. Quand j'ai demandé à mon frère où elle était, il a marmonné quelque chose à propos d'une urgence de travail. Un samedi? Pour un travail à distance? Bien sûr. Ma mère a immédiatement essayé de me coincer,
mais je suis resté en mouvement, aidant à installer des chaises, à remplir les bols de chips toujours occupés, toujours agréables, jamais immobiles. C'était presque comique de la voir essayer de me coincer pour une leçon de morale pendant que je voltigeais joyeusement d'une tâche à l'autre. Environ 30 minutes plus tard, ma tante a tenté son approche alors que je coupais le gâteau d'anniversaire. « Ta mère est dévastée », a-t-elle dit, avec sa meilleure voix culpabilisante. Elle ne veut que le meilleur pour tout le monde. Je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, ai-je répondu calmement, en continuant à couper des tranches précises, c'est pourquoi je garde l'appartement qui me permet de faire mon travail efficacement. Mais pense au mariage de ton frère, a-t-elle insisté. Ne veux-tu pas que sa fiancée soit heureuse? C'était mon ouverture. Quelqu'un a-t-il vraiment demandé à Sophie ce qui la rendrait heureuse? Parce qu'elle n'est même pas là pour parler en son nom. Elle devait travailler, a dit ma tante sur la défensive. Un samedi? Pour un poste à distance? C'est intéressant. Quand je lui ai parlé mercredi, elle n'a mentionné aucun travail le week-end. Le silence s'était fait dans la pièce. Ma jeune cousine, celle dont c'était l'anniversaire, a soudainement pris la parole. Vous savez ce qui est bizarre, a-t-elle dit. On est en train de planifier toute la situation de logement de quelqu'un alors qu'elle n'est même pas là. C'est comme quand maman a essayé de changer ma spécialité à l'université sans me le dire. Ma tante est devenue rouge. C'était différent. Vraiment, a insisté ma cousine. Tu as littéralement appelé mon conseiller pédagogique et essayé de me faire passer de l'ingénierie à l'enseignement parce que tu pensais que l'ingénierie n'était pas appropriée pour les filles. Cela a ouvert des vannes auxquelles je ne m'attendais pas. Une autre cousine a mentionné comment la famille avait essayé de la pousser à rompre avec son mari actuel parce qu'il n'était qu'un menuisier. La femme d'un oncle a partagé à voix basse comment on s'attendait à ce qu'elle quitte son travail après le mariage malgré le fait qu'elle gagnait plus que son mari. Soudain, ma situation d'appartement n'était qu'une pièce d'un puzzle montrant les matriarches de la famille décidant de la vie de tout le monde sans consultation. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle. C'est complètement différent. Nous essayons d'aider. Aider qui, ai-je demandé directement. Est-ce que Sophie a demandé cette aide? Est-ce que mon frère l'a fait? Ou as-tu décidé qu'ils avaient besoin d'aide et créer toute cette situation? Le silence s'est étiré, inconfortablement long, avant que mon frère n'admette finalement la vérité. Elle a mentionné une fois que ce serait bien de vivre à Paris un jour, genre, en passant. Maman s'est emballée. Donc, tu as créé tout ce drame, endommagé plusieurs relations et stressé tout le monde à cause d'un commentaire fait en passant, ai-je demandé à ma mère. Elle s'est mise sur la défensive. Je suis proactive. Sophie veut clairement être à Paris pour sa progression de carrière. Quelle progression de carrière, ai-je insisté. Quelles opportunités spécifiques a-t-elle manqué? Nomme un événement de réseautage auquel elle n'a pas pu assister. Un dîner avec un client qu'elle a dû refuser. Un contact professionnel qu'elle a perdu à cause de son emplacement. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson. Elle n'a pas pu citer un seul exemple. C'est alors que ma grand-mère, qui tricotait tranquillement dans son coin, a pris la parole. En 1973, a-t-elle dit, et tout le monde s'est tourné pour la regarder, ta mère a essayé de me faire donner mon appartement à ton oncle parce que sa femme en avait plus besoin. Elle a dit que j'étais vieille, seule, que je n'avais pas besoin de l'espace ou de l'emplacement. Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Ma mère avait l'air stupéfaite. C'était différent, maman. Tu étais têtue. Je gardais ce qui était à moi, a corrigé ma grand-mère, tout comme elle le fait. Elle m'a fait un signe de tête. C'est bon de voir que quelqu'un dans cette famille a du bon sens. La fête s'est dispersée assez rapidement après ça. Personne ne voulait faire face aux vérités inconfortables qui avaient été exposées. Au moment de partir, ma cousine, celle dont c'était l'anniversaire, m'a serré dans ses bras. Merci, a-t-elle chuchoté. Peut-être que maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois avant de planifier nos vies à notre place. Mise à jour finale, 3 mois plus tard je voulais fournir une dernière mise à jour parce que la résolution a surpris tout le monde, y compris moi. Environ un mois après le désastre de la fête d'anniversaire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Sophie. On peut se voir, a-t-elle demandé. Juste nous deux. Je dois m'excuser et t'expliquer. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon appartement. Sophie avait l'air épuisée mais déterminée. Je veux que tu saches, a-t-elle commencé immédiatement,
que je n'ai jamais demandé ton appartement. Je n'en ai jamais voulu. J'ai découvert toute cette machination il y a 2 semaines, quand ton frère m'a enfin dit pourquoi tu avais été distante lors des réunions de famille. Elle a expliqué que mon frère lui avait dit que je gérais du stress au travail, pour expliquer la tension familiale. Ce n'est que lorsqu'elle a confronté directement ma mère au sujet de la gêne évidente que la vérité a éclaté, bien que fortement modifiée pour me faire paraître égoïste et difficile. Quand j'ai appris ce qui s'était réellement passé, j'ai été horrifié, a poursuivi Sophie. J'ai dit à ton frère que nous devions reporter le mariage jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il pouvait tenir tête à sa mère. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui nous sacrifierait tous les deux pour éviter la confrontation. Elle lui avait donné un ultimatum, thérapie de couple et limite claire avec la famille, ou c'était fini. Il a choisi la thérapie, a-t-elle dit avec un petit sourire. Ça a été éclairant. Il commence à comprendre à quel point la dynamique familiale est malsaine. Puis elle m'a demandé quelque chose d'inattendu. Voudrais-tu nous aider à chercher un appartement? Tu connais Paris. Et honnêtement, tu es la seule personne de la famille en qui j'ai confiance pour donner un avis honnête sans arrière-pensée. J'ai accepté, en partie par curiosité et en partie parce que j'étais désolé pour elle d'être prise dans la manipulation de ma mère. Au cours du mois suivant, j'ai passé 4 samedis à leur faire visiter différents quartiers. Sophie avait fait ses devoirs, des feuilles de calcul de budget, des temps de trajet pour d'éventuelles futures visites au bureau, et les commodités de quartier qui comptaient vraiment pour eux, épicerie, parc, rue calme, plutôt que des lieux de réseautage imaginaires. Nous leur avons trouvé un parfait 2 pièces dans un quartier en plein essor. Il est sur une ligne de RER direct vers Paris 30 minutes si elle a besoin d'aller au bureau un jour mais assez loin pour qu'il puisse se le permettre confortablement. L'immeuble a un jardin sur le toit où Sophie a immédiatement imaginé organiser de petites réunions. Le mariage a eu lieu le week-end dernier. Ils l'avaient considérablement réduit, seulement 50 invités dans le jardin sur le toit de leur nouvel immeuble. Sophie m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, ce qui a choqué tout le monde, en particulier ma mère. Pendant la réception, Sophie a prononcé un discours qui incluait « Je veux remercier ma nouvelle belle-sœur », qui nous a appris que commencer un mariage avec intégrité est plus important que de le commencer avec des commodités. Elle nous a montré que les limites ne sont pas des murs, elles sont le cadre de relations saines. Grâce à elle, nous commençons notre mariage dans notre propre espace, choisi pour nos propres raisons, libérés des attentes de quiconque. Mon frère a également pris la parole, et pour la première fois de notre vie d'adulte, j'étais fier de lui. J'ai beaucoup appris ces derniers mois sur la différence entre préserver la paix et encourager le dysfonctionnement. J'ai choisi de chercher de l'aide pour briser des schémas toxiques, et je suis reconnaissant à ma sœur d'avoir tenu bon quand le reste d'entre nous était prêt à plier. Elle a sauvé ma relation, et probablement mon futur mariage, en refusant de participer à la manipulation. Ma mère a assisté aux 2 discours avec un air mal à l'aise mais, étonnamment, n'a rien dit de négatif. La thérapie avait inclus quelques séances familiales où le thérapeute avait apparemment été assez direct sur les limites inappropriées et les tactiques de manipulation. Après le mariage, ma mère s'est approchée de moi. Je me suis préparé à l'impact, mais elle m'a surprise. Je te dois des excuses, a-t-elle dit avec raideur clairement répétée, mais sincère. Le thérapeute m'a aidé à comprendre que je projetais mes propres désirs sur Sophie et que je t'utilisais comme un moyen de les satisfaire. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était un début. Le meilleur dans tout ça? Sophie et moi sommes devenus de véritables amis. Nous nous retrouvons pour des brunchs mensuels, oui, de vrais brunchs, l'ironie est délicieuse, où nous parlons de tout sauf des drames familiaux. La semaine dernière, elle m'a envoyé une photo de leur jardin sur le toit avec la légende « Notre propre petite oasis ». Merci de nous avoir aidés à trouver ce dont nous avions réellement besoin, pas ce que les autres pensaient que nous devrions vouloir. Mon frère a maintenu ses limites avec notre mère. Il utilise des phrases comme « Merci pour ton avis, maman, mais nous gérons la situation » et « Nous apprécions ton inquiétude, mais c'est notre décision ». Elle s'adapte encore, mais elle apprend que le respect des limites est le prix d'entrée dans nos vies. Quant à mon appartement, je suis toujours là, à marcher toujours 15 minutes pour aller au travail. Le radiateur sonne toujours comme s'il était possédé, la cuisine est toujours minuscule, et le carrelage de la salle de bain est toujours de ce rose agressif, mais il est à moi, et tout le monde sait maintenant qu'il n'est pas négociable. La semaine dernière, il y a eu une urgence à l'hôpital, un accident majeur avec de multiples échantillons critiques nécessitant un traitement immédiat. J'étais là en 12 minutes. En travaillant toute la nuit,
aidant à traiter des échantillons qui guideraient des traitements vitaux, j'ai pensé à quel point les choses auraient été différentes si j'avais cédé à la pression. Ces 90 minutes supplémentaires de trajet auraient littéralement pu coûter des vies. Le docteur Dubois avait raison à propos des limites qui sont comme des muscles. La première fois qu'on les utilise, tout fait mal. Mais chaque fois, cela devient plus facile, et finalement, les gens apprennent à ne plus les tester. À tous ceux qui m'ont dit de tenir bon, merci. Votre validation et vos conseils ont fait toute la différence. À quiconque fait face à une pression similaire, vos besoins comptent, votre carrière compte, vos choix comptent. Vous comptez. Ne laissez personne vous convaincre du contraire, peu importe le nombre de PowerPoint qu'ils font ou de larmes qu'ils versent. La dynamique familiale n'est pas parfaite maintenant, mais elle est honnête. Et c'est mieux qu'une fausse paix bâtie sur le sacrifice constant d'une personne. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de vivre sa vie selon ses propres termes et de regarder tout le monde réaliser que le monde ne s'arrête pas de tourner quand on dit « non ». En fait, parfois, il s'en porte même mieux.